En début d'émission, on parlait d'Oshéaga. Hein? Isabelle Perron, tu disais que c'était une grande réussite. Ça fait que Montréal, c'est pas tout le temps de mauvaises nouvelles. Il y en a une autre. 2026 s'annonce moins sanglante. Presque 2 fois moins de meurtres à Montréal cette année. On en parle avec André Gélinas, sergent détective à la retraite au SPVM. Salut André. Bonjour Marc, Ça va bien? ça va bien toi? C'est beau chez vous? C'est-tu chez vous proche de Montréal ou... Ah, c'est chez nous, un peu plus dans le bois. OK, ouais, ouais. Non, mais c'est C'est nice, ça. mon chalet. C'est C'est mon bien chalet. décoré, bravo. Oui, à radio, c'est pas toujours évident où est-ce que les gens sont, mais on est à TV aussi. Mais Ouais, ouais, non, c'est le fun comme chalet. qu'est-ce que ça veut dire comme statistique? Montréal moins sanglante, ça veut pas nécessairement dire qu'il y a moins de criminalité, par contre. Non, en fait, tu sais, on peut pas être contre la vertu, puis on ne se réjouira jamais qu'il y ait des gens qui meurent. En fait, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait moins de meurtres. Par contre, ce qui vaut la peine de comprendre, c'est un petit peu nuancer cette situation-là. Parce que ce qu'on se rend compte, Montréal, le bonhomme allant depuis les 5 dernières années, a toujours à peu près entre 30 et 40 meurtres. OK? Et ce qu'il faut comprendre, par contre, pour évaluer le sentiment de sécurité de la population, il faut regarder deux autres données. Premièrement, il faut regarder les tentatives de meurtre. Parce qu'une tentative de meurtre, Marc le sait très bien, il y a l'intention criminelle, c'est-à-dire la mens rea de tuer. Donc, une tentative de meurtre, c'est quoi? C'est un meurtre qui a échoué. Il y a aussi tout ce qui est agression armée, qui peut dire attaquer quelqu'un avec un couteau. Donc, si on veut réellement le portrait de la situation violente à Montréal, moi, je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de ces deux autres données-là. C'est vrai. OK? Parce que simplement, là, et ça, c'est pas moi qui l'explique, mais les vieilles polices aux homicides, quand j'ai commencé en 98 comme policier, ils nous expliquaient qu'il y avait moins de meurtres simplement parce que les soins préhospitaliers s'étaient améliorés, les soins d'urgence s'étaient améliorés. Et ce qu'on se rend compte, c'est que depuis les 20 dernières années, il y a eu plusieurs guerres successives, notamment Irak, Afghanistan, à laquelle j'ai participé. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est beaucoup plus capable de sauver des gens qu'avant. Donc, Oui. le nombre de meurtres, c'est le fun pour un politicien qui va arriver puis qui va sourire avec ça puis qui va dire regardez, c'est une belle avancée. Encore une fois, on n'est pas contre le pain tranché, mais ce n'est pas l'indicateur unique de la situation sécuritaire à Montréal. Et je m'explique. Si dans votre voisinage, il y a quelqu'un qui se fait poignarder, qui se fait tirer et qui n'est pas mort, il ne tombera pas dans cette statistique-là. Mais vous, ça va-tu vraiment faire une différence sur votre sentiment de Non, sécurité? Moi, je c'est dis très bien maintenant. dit. Est-ce que tu as un profil aussi, André, de qui fait les homicides en question? Est-ce que ça change au fil des années? Ça, c'est difficile. Ça me faudrait avoir accès aux données, là, puis vraiment être capable de les ventiler. Mais ce qu'on comprend, évidemment, c'est sûr qu'il y a beaucoup qui est relié à la criminalité, beaucoup qui peut être relié à la santé mentale et aussi à la consommation de stupéfiants. Puis des fois, ces trois données-là, c'est trois voisines. On ne sait pas laquelle OK. est née avant l'autre, là, tu sais. Mais oui, il y a toujours des cas, exemple, des meurtres dans des contextes de violence conjugale qui ne sont pas touchés par ces trois choses-là. Mais en général, ce qu'on se rend compte, c'est que notamment les meurtres ou les agressions armées ou les tentatives de meurtre qui sont faites aussi avec des armes à feu, là, sont faites, entre autres, par quoi? Par des armes qui sont illégales, dont les mesures du gouvernement sont inefficaces pour ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la baisse, souvent que les gens disent de la criminalité, c'est multifactoriel, mais un des facteurs importants, c'est que depuis 2023 environ, moi, je me souviens, j'ai commencé à faire de l'analyse policière en 2021. Et 2021-2022, c'était la folie, là. Ça tirait partout. Et là, les organisations policières se sont mis ensemble, ont fait des projets d'enquête ultra efficaces sur des groupes criminels dangereux à haut potentiel de violence. Et ces gens-là, il y a eu des résultats concrets à la cour. Donc, c'est en partie une explication qu'on peut apporter pour la baisse. Mais est-ce que ça se peut aussi que ça se soit déplacé parce qu'on parle beaucoup de la Côte-Nord? Il y a encore eu tir à bout portant chez quelqu'un à Pointe-aux-Stades, mais on aurait pu penser à la Abitibi aussi. Est-ce que c'est juste que la criminalité, on pense à Longueuil aussi, là, Laval, est-ce que c'est juste ça qui a changé? Mais tu sais, quand on parle d'un pôle d'attraction de criminalité, là, mettons, on va le dire comme ça, c'est sûr que les grands centres urbains, c'est toujours eux qui ont le haut du pavé. Comme exemple, tu parlais de Longueuil, bien évidemment, on va parler de Montréal, Longueuil, Laval. Tu sais, c'est vraiment ce qu'on peut appeler la communauté métropolitaine. C'est sûr que c'est là. Québec, et là, ce qu'on s'est rendu compte, notamment avec la contestation d'un certain groupe sur l'hégémonie des Hells Angels, notamment en matière de stupéfiants et de trafic et autres activités illicites, ben oui, il y a eu des contestations et oui, ça a commencé à brasser dans certaines régions. Parce qu'évidemment, la criminalité, là, je dirais, elle n'est pas hermétique à Montréal, elle n'est pas propre juste à Montréal et à sa région.
On parle beaucoup du sentiment de sécurité parce qu'à chaque fois qu'on nous présente des palmarès, l'année passée aussi, on nous disait il y a moins de meurtres l'année d'avant, ça se passe mieux, mais le sentiment de sécurité dans la population, elle, ne va pas mieux. Ben non, c'est un peu ça que j'expliquais quand je disais qu'il faut regarder les deux autres types d'infractions parce que, vous savez, des fois, là, exemple, une tentative de meurtre va être enquêtée par les policiers, va être autorisée par le DPCP, c'est-à-dire les avocats de la couronne, et par la suite, il peut arriver, souvent, ça arrive, il y a du plea bargaining qu'on appelle, c'est-à-dire une négociation entre la couronne et la défense, et là, ça va terminer en un plaidoirie de culpabilité, exemple, pour agression armée qui est moindre inclus. Fait que, il faudrait regarder vraiment la différence entre les chiffres, entre l'accusation initiale qui avait été autorisée par la couronne et aussi le plaidoyer de culpabilité pour savoir exactement le portrait des crimes de violence envers la personne. On a l'impression aussi que la criminalité s'est diversifiée. T'sais, on peut parler de fraude maintenant, on va parler de différents types. Alexandre Dubé parlait d'incendie, incendie à un moment donné, c'était les vols d'auto. Les vols d'auto. C'est comme s'il y a plusieurs façons maintenant de commettre des crimes, là, pas que avec armes. Ben, tu sais, les groupes criminalisés se diversifient, évidemment. Tu as parlé des fraudes, oui, des vols de véhicules, c'est hautement lucratif. Et souvent, malheureusement, à cause de notre système et la philosophie de notre système de justice, les gens vont se présenter devant la cour et ils vont dire, vous savez, moi, monsieur le juge, je suis pas un criminel violent, j'ai fraudé, j'ai volé des véhicules, mais tu sais, j'ai pas pris un gun puis je suis pas allé voler quelqu'un là, dans une banque. Et malheureusement, ce genre de thinking-là, des fois, peut être passé, peut être accepté, mais ça ne peut pas dire que c'est pas dommageable parce que quelqu'un qui se fait frauder, notamment des personnes âgées, ça induit un sentiment d'insécurité incroyable après, puis qui reste et qui est durable avec le temps. Il y a un autre truc qui a fait réagir, puis on t'amène complètement ailleurs. C'est un défi sur les réseaux sociaux. C'est pas nouveau, mais c'est juste qu'on a commencé à voir des plaintes déposées un peu partout en Estrie, à Longueuil. Le Log Nut Challenge, donc dévisser des écrous à des roues de voiture. Ça t'indique quoi, ça, comme genre de défi qui n'a pas d'allure? Que l'imbécilité n'a pas de limite. Là. Mais en fait, tu sais, on aimerait ça que les jeunes s'en tiennent à la somme des crises. Mais comme dans le temps. Évidemment, évidemment tu sais, ça peut avoir des conséquences super graves parce qu'au-delà du méfait initial, c'est-à-dire d'empêcher la jouissance d'un bien ou l'endommager, ça peut aller jusqu'à la négligence criminelle causant la mort. Et même c'est clair, c'est incroyable. Tu sais, je veux dire, les gens doivent réaliser une chose. Là. Si tu perds une roue, ça veut pas dire que ta roue, tu vas la perdre en sortant de ton entrée ou en tournant le coin. Ça peut arriver beaucoup plus tard et ça peut causer des accidents et commettre des dommages et des victimes un peu partout. Je veux dire, ça, là, ça n'a aucun sens et je pense que les parents ont probablement un rôle là-dedans de s'assurer d'expliquer à leur enfant que c'est une maudite fausse bonne idée. Mais comment on peut s'assurer que nos roues sont bien vissées? Que je ne suis pas mécanicien, mais pour avoir un faible pour tout ce qui a un moteur, 4 roues ou 2 roues, là, je veux dire, c'est sûr qu'on ne commencera pas le matin à sortir avec notre barre d'écrou et aller tester nos noix. Là. Mais en même temps, je veux dire, c'est ça, écoute, c'est bien difficile. Je pense qu'il faut deux choses. C'est que l'information circule comme on fait justement pour sensibiliser les gens, notamment les parents ou les petits clowns qui peuvent avoir cette envie-là. Mais en même temps aussi, c'est que si jamais il y a des cas documentés et qu'il y a des dommages ou des gens qui sont blessés, je pense que le système doit réagir avec la plus grande fermeté pour envoyer un message justement que ça, là, non, c'est dépassé la limite, là, ça n'a aucun sens. Tu parles d'une affaire. Écoute, André, je te remercie beaucoup. André Gélina, sergent détective à la retraite au SPVM. À la prochaine, salut bien. Salut. À la prochaine, au plaisir, bye bye.